édition spéciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ qui poursuit son édition spéciale 2 mois jour pour jour après le début de la guerre en Israël. Au programme jusqu'à 12h30, la montée de l'antisémitisme en France, la fracture féministe et les répercussions politiques du conflit. Pour en parler, Caroline Yadan, députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Également en studio avec nous, Yonatan Arfi, président du CRIF, et Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'aimerais débuter par le quotidien Le Parisien qui titre ce matin au sujet de l'antisémitisme « Il y a des gens qui ne nous aiment pas ». Le CRIF dit ce matin que l'antisémitisme, justement, n'est pas une fatalité. Comment lutter contre ce fléau, contre l'intolérance et la haine fondée sur la religion, et comment se battre pour la République, finalement ? C'est une question aussi vieille que l'antisémitisme, malheureusement. Ce qui est certain, c'est que nous ne vaincrons pas seuls l'antisémitisme. Notre responsabilité, c'est d'aller chercher des alliés dans la société française. Et moi, ce qui me frappe dans la séquence que l'on vit, et c'est confirmé par le sondage que nous avons publié aujourd'hui pour les 2 mois du 7 octobre, c'est qu'il y a des gens dans la société française, parmi nos concitoyens, qui comprennent que l'antisémitisme les concerne. 71% des Français disent que l'antisémitisme est une menace importante pour la société française, qui concerne toute la société et pas que les Juifs, par exemple. De la même manière, sur ces sujets-là, on se rend compte que beaucoup de Français comprennent les événements du 7 octobre, le traumatisme qu'ils représentent, d'une manière pas si différente de la nôtre, et sont à nos côtés dans cette séquence. Ils comprennent l'impératif d'éliminer, par exemple, le Hamas, très largement, pour 2 tiers d'entre eux. Donc, tout ça me fait dire que, en France, il y a des difficultés sur l'antisémitisme. On a été frappé plus tôt et plus fortement que d'autres pays européens, mais on a aussi, peut-être, je l'espère, ici, les grains de quelque chose pour essayer d'en sortir. Samuel Lejoyeux. Déjà, il faut se battre. Et quand on se bat, il se trouve qu'on a des victoires. Et moi, j'aimerais appuyer là-dessus, d'autant plus qu'on va commencer la fête de Hanouka ce soir. Hanouka, c'est aussi la fête de la résistance. C'est une fête où on partait pas bien. Et avec les Maccabis, on finit par vaincre. Pourquoi je fais ce parallèle-là ? Parce que ce que je vois, je prends un exemple par exemple. À Sciences Po, la semaine dernière, grand rassemblement, un rassemblement en tout cas avec un drapeau palestinien géant devant Sciences Po. On est allé avec quelques militants au contact, directement à la confrontation face à cette manifestation de la haine. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Juste au même moment, il y avait un stand clairement antisioniste à Tolbiac, à Paris 1. Et bien tout simplement, il a été interdit. Ils ont été sortis clairement du campus à cause de troubles à l'ordre public, parce qu'on avait été à la confrontation à Sciences Po. Pourquoi je dis cet exemple-là ? Parce que finalement, quand on y va, alors oui, ça fait peur. Oui, on a peur des répercussions. Oui, on est dans cette atmosphère d'inquiétude, en particulier dans les universités, mais pas seulement. Mais quand on est dans une démarche offensive, oui, on peut avoir des victoires. Et ça, c'est aussi important de le dire, à mon avis. Elsa Parienté. Il y a eu cette marche du 12 novembre qui nous a tous réunis, qui a redonné de l'espoir un peu à la communauté juive dans cette ambiance. Et dans le même temps, il y a des positions qui se radicalisent au niveau politique. Caroline Yadan, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un portage politique, notamment autour de Jean-Luc Mélenchon, à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite, sur ces questions depuis le 7 octobre qui s'est renforcé ? Écoutez, moi je pense pas du tout que ça se soit renforcé. Au contraire, je pense que les outrances, le cap dans l'ignominie qu'a franchi Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire cette frénésie dans la haine, le fait de jeter en pâture des noms dans le débat public avec ce que ça implique comme cible éventuelle, cette outrance désinhibée-là, elle n'attire plus, sauf évidemment les fidèles des fidèles, mais je pense que de plus en plus, Jean-Luc Mélenchon et ses sbires sont regardés comme des gens obscènes, comme des parias de la République. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire et se rappeler qu'aujourd'hui,
quel est le journal qui porte Jean-Luc Mélenchon en héros? C'est le pire journal néo-nazi qui existe en France, c'est Rivarol. Donc on voit bien à quel point les extrêmes ultra-fascisants se rejoignent. On a Rivarol d'un côté qui porte au nu Jean-Luc Mélenchon, et on a Égalité, Réconciliation, le site d'Alain Soral qui a fait de l'antisémitisme son livre de chevet, si j'allais dire, son combat de chevet, qui porte au nu Mathilde Panot. Voilà, je pense qu'il faut continuer, comme le dit Samuel Le Joyeux, de combattre vraiment quotidiennement ce que ces gens-là disent, et continuer évidemment à les dénoncer. Et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, accuse Jean-Luc Mélenchon d'être le meilleur tract pour Marine Le Pen avec sa façon de cannibaliser le débat, je le cite. C'est un constat que vous partagez, Caroline Yadan? Absolument. Plus il est dans cette outrance-là, plus il déroule un tapis rouge au RN, qui évidemment face à lui devient respectable et tient le discours qu'on a envie d'entendre sur l'antisémitisme. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Il faut quand même se rappeler que Jordan Bardella très récemment a indiqué que pour lui Jean-Marie Le Pen, qui a pourtant été condamné à de très nombreuses reprises, n'était pas antisémite. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête le fait que la société de communication qui travaille pour le Rassemblement national, qui s'appelle e-politique, qui s'appelait avant Riwal, est toujours dirigée par des anciens Gudard qui sont Luxor et Châtillon. Ces anciens Gudard, donc le GUD, qui, rappelons-nous, le 7 octobre, a tweeté ou a communiqué sur son site ni kippa, c'est-à-dire ni juif ni juif. Il y a dans les coulisses du Rassemblement national évidemment de l'antisémitisme pur jus de l'extrême droite néo-nazie, et il faut aussi se rappeler que bien le Rassemblement national par le passé, y compris depuis 2017, n'a pas voté les lois contre l'islamisme, la loi sur le séparatisme confortant les principes de la République, n'a pas voté les lois sur la sécurité intérieure, n'a pas voté les lois sur le terrorisme. Donc ils ont beau jeu de s'affirmer comme le porte-étendard de la sécurité et de la lutte contre l'antisémitisme, mais on voit bien que dans les faits, ça ne suit pas du tout. Donc restons vigilants. Ça n'est pas parce que on est face et on constate une outrance insupportable à l'extrême gauche qu'on a évidemment envie de condamner, que l'extrême droite ne reste pas un danger pour la France. Vous parliez avant, Samuel Le Joyeux, de Hanouka. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande à tous les préfets une extrême vigilance. Et Pierre Moscovici, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, affirmait pourtant hier qu'on peut être juif en France aujourd'hui sans trembler, et que la France d'aujourd'hui, justement, est beaucoup moins antisémite qu'elle ne l'était il y a un siècle. Qu'en dites-vous ? Je pense que ce genre de comparaison et de perspectives historiques n'ont pas grand intérêt. Oui, c'est vrai, dans les années 30, c'était pire. En effet, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même, et il faut mesurer quelque chose qui est une vraie prise de conscience de la part des pouvoirs publics, de la majeure partie de la classe politique, si on exclut évidemment Mélenchon et ses sbires. On a une prise de conscience du danger qui pèse sur la communauté juive. Quand on entend, par exemple, les présidents des plus grandes universités américaines hier dire qu'appeler au génocide des Juifs, ça dépend du contexte, si c'est antisémite ou pas, on voit quand même qu'en France, que ce soit au niveau des universités, au niveau de la parole politique, au niveau des institutions, on a quand même une défense et qui est extrêmement importante, notamment sur le plan sécuritaire. Maintenant, la question, c'est effectivement d'aller avoir une prise de conscience aussi, d'avoir un plan qui soit global pour recréer de l'unité, pour voir que finalement l'antisémitisme, c'est pas seulement une affaire sécuritaire, et on va pas régler la question uniquement
en mettant plus de policiers, même si c'est extrêmement important de mettre plus de policiers, mais aussi en trouvant des solutions globales pour créer des alliances et avoir un soutien massif et un soutien qui se fait entendre, comme parlait Jonathan Arfi, et pour recréer du lien, pour remettre en avant la question des valeurs républicaines et de la lutte contre l'antisémitisme qui s'inscrit pleinement au cœur du projet républicain. Jonathan Arfi, vous pointiez il y a quelque temps le risque d'invisibilisation des Juifs de France. Est-ce que là, aujourd'hui, avec le recul, après ces 2 mois, le fait qu'on entende à ce point parler d'antisémitisme, qu'il y ait ces chiffres tous les 2 jours sur le nombre d'actes qui augmentent, est-ce que ça a participé aussi à un moment à donner le sentiment, comme souvent, que les Juifs, c'est une des formes de racisme le plus considéré et que ça nourrit quelque part cet antisémitisme du quotidien? Cet antisémitisme du quotidien, d'abord pour qu'on puisse illustrer, moi, il y a un des moments qui m'a le plus touché, c'est quand une amie, mère de famille, m'a appelé pour me raconter qu'elle avait demandé à ses enfants d'une dizaine d'années de lui rendre les étoiles de David qu'ils portent pour les faire nettoyer. C'est ce qu'elle leur a dit. Les enfants ont très bien compris que leur mère, pour les protéger, avait décidé de leur retirer leur étoile de David du cou. Et pour moi, tout le drame, il est dans ce geste-là, qui est le geste de protection d'une mère vis-à-vis de ses enfants, et qui, en même temps, à l'échelle collective, est celui de l'invisibilisation, du grand effacement auquel on est malheureusement confronté si ça devait se généraliser et durer dans le temps. Et la séquence que l'on vit aujourd'hui, et tout le drame est là, et vous le dites, c'est que est-ce que dénoncer l'antisémitisme et ses actes contribuent à alimenter un climat anxiogène, et donc ces gestes-là de prudence? Je refuse ce piège-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de dénoncer ce à quoi on fait face d'un côté, mais on a la responsabilité aussi de se battre pour ne pas reculer. Et la fête de Hanouka, j'allais dire, elle tombe à point nommé. C'est une fête où on va devoir, avec gravité et solennité par rapport à d'habitude, ce sera peut-être moins festif, mais ça doit être un temps aussi où on réaffirme notre place dans la société. Il y a des allumages publics, eh bien, que l'ensemble des Français y participent. Il n'y a pas besoin d'être juif pour assister à un allumage de Hanouka. C'est une manière de démontrer que les Juifs sont tissés à la société française d'une manière inextricable, et qu'on ne compte pas reculer face au terrorisme et aux antisémites, et qu'on ne va pas offrir notre peur en cadeau aux agitateurs de la haine. Et on apprend d'ailleurs dans un sondage publié par l'IFOP pour le CRIF hier que les Français sont 71% à voir dans l'antisémitisme une menace sérieuse à la fois pour les Juifs et pour la société dans son ensemble. On se rappelle aussi des paroles du philosophe Jean-Paul Sartre qui disait que pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie. Ce sont des propos qui sont plus que jamais d'actualité pour vous. Samuel Le Joyeux. Oui, absolument, absolument. C'est plus que jamais d'actualité. Je dirais même que c'est central, en fait, dans la question. C'est le vrai combat qu'on a à mener. Le vrai combat qu'on a à mener, c'est de comprendre et de faire comprendre, surtout à tout le monde, que, on dit souvent cette formule, l'antisémitisme ne devrait pas être l'affaire des Juifs, mais de la République, etc. Mais là, on en a une illustration, alors qui est terrifiante. Mais il y a eu 2 victimes, finalement, de cette vague d'antisémitisme islamiste. Il se trouve que ces 2 personnes qui ne sont pas juifs, la victime de l'attentat de Paris et Dominique Bernard, qui sont des morts. sites juifs auraient dû être visés pour cette attaque à Paris. La question, c'est que, et quand bien même, absolument, donc déjà, il y a cet élément-là, et dans tous les cas, il y a le fait que c'est dans le sillage, clairement, du Hamas, et donc de cet attentat, de cette attaque terroriste du 7 octobre. Donc plus que jamais, il y a quelque chose où c'est pas seulement, à mon avis, la société ne doit pas seulement venir dans une forme de solidarité vis-à-vis des Français juifs, vis-à-vis des Juifs, c'est vraiment de se protéger elle-même. Et je pense plus que jamais, c'est peut-être un élément qui est extraordinairement nouveau. Le fait que des Juifs soient attaqués, c'est pas seulement un symbole que la société est malade, c'est clairement que ça concerne objectivement tout le monde. D'une certaine façon, tous les Français peuvent être potentiellement la cible d'antisémitisme. Elsa Parienté. Caroline Yadan, lors de la mandature précédente, une résolution avait été votée à l'Assemblée dans la difficulté pour signifier que l'antisionisme était l'une des formes de l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a la position de la maire au Jourdain qui est de plus en plus prégnante, notamment dans les universités d'ailleurs. Est-ce que sa résonance au niveau politique à l'Assemblée, elle est forte? Est-ce que si demain vous deviez revoter sur cette résolution, a priori, elle ne serait pas adoptée?
Alors, je pense qu'elle serait, en toute sincérité, non seulement adoptée, mais adoptée à une très large majorité. Je pense qu'à part la NUPES, tout le monde voterait cette résolution. Pourquoi? Parce que cette prise de conscience-là, quand on parle de 71% des Français qui pensent que l'antisémitisme les concerne aussi au premier chef et qu'ils pourraient être attaqués de la même manière que les Juifs, parce qu'ils savent très bien que le Bataclan, ça peut revenir demain et que avant le Bataclan, il y avait eu des actes antisémites. En fait, les députés font partie de ces Français-là. Et vous savez, alors sur l'opération de parrainage que nous avons montée à l'Assemblée nationale, on a eu plus de députés, de sénateurs, de députés européens qu'il y avait d'otages. En fait, il y a eu un grand mouvement de solidarité par rapport à ces otages-là et par rapport à Israël. Donc, on a les députés comme les Français comprennent parfaitement ce qui est en train de se jouer. Et pour information, j'ai moi-même déposé une proposition de résolution qui concerne l'endoctrinement de la haine chez les enfants palestiniens via les manuels scolaires palestiniens, parce qu'on ne pourra pas penser à la paix si on continue à financer cet endoctrinement à la haine, si on continue à financer des comptines qui viennent apprendre aux enfants dès l'âge de 3 ans à dire que les Juifs sont des chiens et des mécréants. Et nous avons également déposé une proposition de loi avec mon collègue Mathieu Lefebvre, qui est président du groupe d'amitié France-Israël, qui vient solidifier et sanctionner davantage les actes et les propos antisémites en délivrant un mandat de dépôt et en faisant en sorte, alors on va réfléchir à introduire dans cette proposition de loi la définition de l'antisémitisme de l'IRA dont vous venez de me parler, et à réfléchir à des sanctions si dans le cadre de comparaison avec l'apartheid et avec le régime nazi, parce que nous considérons qu'il ne s'agit pas là d'une opinion, il s'agit là d'une calomnie, de propagande haineuse qui, justement, entraîne la haine des Juifs en France. J'aimerais aussi qu'on parle de la fracture féministe en France depuis le 7 octobre. Sarah Eisenman, qui est porte-parole du collectif Nous Vivons, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Sarah Eisenman, la police israélienne enquête actuellement sur les violences sexuelles, dont les viols et les mutilations qui ont été commis sur des femmes par le Hamas. Plus de 1500 témoignages ont été recueillis. Le Hamas détiendrait aussi toujours des femmes pour qu'elles ne puissent pas s'exprimer sur les conditions de leur détention. Comment réagissez-vous face au silence d'une partie bruyante du mouvement féministe concernant ces violences qui ont tardé à être condamnées et qui ont d'ailleurs été condamnées à minima ? Alors, je pense que la séquence du silence est derrière nous. Ça, c'était valable jusqu'au 25 novembre. Depuis qu'on a porté la voix de ces victimes israéliennes dans la rue lors de la grande marche annuelle des féministes, on a obligé les leaders d'opinion, les féministes, les associations féministes qui portent ce combat à se positionner. Et on a pu observer 2 typologies de réactions. Des réactions abjectes, comme celle de nous toutes, qui, se cachant derrière son petit doigt, à peine prononcer une ligne sur les victimes israéliennes de viols, de mutilations et de meurtres, et qui ont plutôt trouvé évident de nous qualifier de groupuscule d'extrême droite, nous renvoyant dans nos cordes et considérant que nous-mêmes n'étions pas féministes puisqu'on ne s'intéressait pas au sort des femmes palestiniennes. Donc j'ai envie de vous dire que c'était l'occasion pour elles de se remettre en cause et de remonter au créneau, mais à culpa ça existe. Et on a aussi d'autres associations comme la Fondation des femmes, notamment, qui se sont davantage prononcées depuis. On l'a vu aussi du côté de l'ONU Femmes, du côté de l'UNICEF. On voit que les lignes sont en train de bouger. Alors la ligne de défense de ces associations consiste à dire qu'il fallait attendre que les enquêtes soient menées, qu'on ne pouvait pas réagir dans la précipitation, ce qui est complètement faux, puisque la vision de toutes ces associations tourne autour de la devise « on vous croit », considérant que quand une femme dénonce des violences sexuelles ou sexistes, on doit les croire. Sauf que les victimes israéliennes, on ne les a pas crues tant que des enquêtes n'étaient pas menées et tant qu'on n'avait pas eu plus d'informations. Donc ça a pris des semaines, même plus d'un mois pour certaines, mais les choses sont quand même en train de bouger. Donc
Je serais moins à l'aise aujourd'hui de parler de silence qu'on ne l'était avant, et c'est tant mieux. Je suis pas certaine qu'elle se soit emparée du sujet comme elle l'aurait fait si ces violences avaient touché d'autres minorités ou d'autres typologies de population, mais ça avance. Donc charge à nous de poursuivre le combat et de les obliger, comme l'a fait d'ailleurs la députée Yadan à l'Assemblée, de les obliger à se positionner, de les obliger à traiter le sujet. Et même si elles sont gênées aux entournures, à un moment donné, c'est dans le cadre de leur mission, donc elles le feront à demi-mot, mais elles s'y engageront, je pense, avec le temps. Yonatan Arfi, lors de cette manifestation justement du 25 novembre, le groupe de femmes juives qui avait décidé de manifester le fait que les femmes avaient été victimes d'atrocités par le Hamas le 7 octobre, ont été qualifiées de mouvements d'extrême droite par certaines militantes d'extrême gauche notamment. Vous-même, en tout cas, le CRIF a été qualifié d'extrême droite à de nombreuses reprises. Est-ce que c'est un mécanisme aujourd'hui de marginalisation des Juifs qui veulent faire société, qui veulent faire nation, de se dire aujourd'hui, à chaque fois, dès qu'on exprime ça, on est d'extrême droite ? Oui, effectivement, l'accusation d'extrême droite, elle est devenue un classique dans la manière de s'attaquer à la parole juive dans le débat public. Au fond, quand nous dénonçons l'islamisme, nous sommes d'extrême droite. Quand nous dénonçons l'antisémitisme, nous sommes d'extrême droite. Quand nous dénonçons le terrorisme, nous sommes d'extrême droite, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, cette dynamique qu'il faut casser. Elle est d'autant plus fausse qu'on nous reproche institutionnellement, au même moment d'ailleurs, de combattre l'extrême droite. Le CRIF a souvent été renvoyé à cette situation paradoxale. Je crois qu'il faut garder notre ligne, être clair sur nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont simples. On ne fraye pas avec les extrêmes parce qu'on sait à quel point elles menacent le socle de valeurs fondamentales de la République française. Et donc, pour nous, en tant que juifs, on va toujours être sensible à ne pas nourrir effectivement ces deux extrêmes. Et Benyamin Netanyahou avait interpellé mardi les organisations féministes en se demandant si elles gardaient le silence parce qu'il s'agit de femmes juives. Caroline Yadan, vous pensez qu'il est là le problème, que c'est clairement et ouvertement, en 2023, toujours un problème de religion finalement ? En fait, c'est un problème d'idéologie. C'est ce pourquoi j'ai posé la question, parce qu'il faut mettre les mots et justement ne surtout pas laisser ce débat à l'extrême droite. Le problème est un problème d'assignation identitaire. Le problème est un problème de wokisme. Le problème est un problème qu'on rencontre aux États-Unis, qui vient des États-Unis depuis plus de 10 ans, qui est porté cette idéologie par exemple en France, le Parti des indigènes de la République et Douria Boutedja, ouvertement antisémite, qui n'a pas hésité à proclamer Mohamed Merah, c'est moi, à l'époque des attentats, qui a posé avec une pancarte les sionistes au goulag. Et ça, c'est le principe même de cette assignation identitaire, donc qui classe les individus en fonction non pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont. Donc, on retourne vers et donc vous avez d'un côté les racisés qui seraient du côté du bien et tout leur serait permis et pardonné, et de l'autre côté les dominants entre guillemets évidemment tout ça qui seraient donc du côté du mal et qui devraient faire pénitence. Et en fait, on est sur un retour du racisme comme création d'une séparation entre les individus en fonction de leurs origines, en fonction entre guillemets de leur race, et ça c'est extrêmement grave. Alors dans ce cadre-là de cette idéologie-là, eh bien les Juifs sont du mauvais côté puisqu'ils sont du côté des blancs dominants, alors même qu'ils constituent une minorité, mais ça rentre pas dans le logiciel victimaire du wokisme. Donc ils sont parmi les dominants, ils sont blancs dominants et ils sont considérés comme colonisateurs, donc forcément on doit combattre les Juifs, et c'est exactement ce à quoi nous assistons et ce qu'il faut contribuer à dénoncer. Il faut s'armer intellectuellement contre ces personnes-là parce que ils agissent au nom du bien, au nom de l'humain, au nom des droits de l'homme, au nom du féminisme, au nom de l'antiracisme, au nom de la morale. Donc c'est le piège évidemment dans lequel il ne faut pas tomber.
Samuel Lejoyeux, sur cette différence entre universaliste, wokiste, vous tenez cette ligne universaliste depuis longtemps. Là, est-ce que dans cette période très difficile depuis le 7 octobre, dans votre lutte contre l'antisémitisme dans les universités, vous avez été rejoint par des associations, vous l'avez mené seul ce combat ? Non, on ne l'a pas mené seul. Oui, il y a des associations, et y compris des associations antiracistes, les antiracistes, le camp antiraciste universaliste, qui sont avec nous. Comme vous le savez, ça fait des années que l'UEJF travaille cette question de la médiation interculturelle. C'est-à-dire cette idée qu'en créant des liens, par la connaissance mutuelle, par le dialogue, par les moments de rencontre, on va avoir des liens forts. Et de fait, ce qu'on voit, c'est que nos partenaires qu'on amène en Israël, notamment les jeunes de quartier, les éducateurs qu'on amène en Israël tous les ans, nos partenaires historiques, la LICRA, SOS Racisme notamment, ils étaient là à toutes les manifestations pour la libération des otages et contre l'antisémitisme. Et effectivement, alors oui, il y avait sans doute pas assez de jeunes de quartier. Oui, il y a un problème dans le fait que, oui, on doit aussi lutter contre un leader politique, Jean-Luc Mélenchon, qui essaye justement de faire du populisme, de l'électoralisme, en montant les habitants des quartiers populaires contre Israël, contre les Juifs. Mais quand on discute avec eux, quand on va faire ce travail de dialogue, et y compris dans cette période-là qui est difficile, c'est un travail qui marche et ils peuvent être avec nous. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important. Après, voilà, il y a l'idéologie, et une idéologie notamment d'extrême gauche, de wokisme, etc., qui amène à une négation, une invisibilisation de la question de l'antisémitisme. C'est ça qui se passe avec les mouvements féministes. C'est absolument terrifiant, effectivement, de voir que, sous prétexte qu'il s'agit de victimes juives, tout d'un coup, des féministes ne devraient pas les défendre alors que les actes sont abominables. Donc ça, oui, c'est une réalité. Merci beaucoup Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, Yonatan Arfi, président du CRIF, Caroline Yadan, députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris, et Sarah Eisenman, porte-parole du collectif Nous Vivons, d'avoir été nos invités ce midi sur RCJ pour cette édition spéciale. Merci à vous aussi Elsa Parienté, vous écoutez RCJ, il est 12h31, nous ferons dans un instant le point sur l'actualité.